Welcome back. I hope you were able to get sugared up and caffeinated again, so you're all set for the last of our panels. And this will be moderated by my colleague Mary-Claude Felton, who is currently an affiliate member of the Department of History here at McGill. And she recently completed a Banting postdoctoral fellowship at McGill, where she started a comparative study of self-publishing in Europe in the early modern period. She's also completed a 2-year postdoctoral fellowship at Harvard, where she studied the publishing activities of marginal scientists during the Enlightenment. Her book, which explores self-publishing and authorship in 18th century Paris, is entitled Maître de l'ouvrage, l'édition à compte d'auteur à Paris au XVIIIe siècle. It was recently published by Oxford University Press, Studies in the Enlightenment and the Voltaire Foundation. So I will turn things over to Mary-Claude. Thank you. Merci, Dr. Lyons, pour cette introduction. Nous allons maintenant procéder à un panel réunissant 4 chercheurs et professeurs distingués que nous avons invités à réfléchir à la question « Why does Voltaire matter in the 21st century ?» Donc, pourquoi Voltaire est-il toujours pertinent au 21e siècle? Comme l'a expliqué professeur Simon Davis ce matin, déjà de son vivant, Voltaire became a brand. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Et donc, Voltaire avait déjà un rôle de leadership très important au cours de sa vie. Et puis cet après-midi, nous venons de voir comment, grâce à la communication de professeur Luce Brink, comment Voltaire était déjà devenu un immortel avec la Révolution et est devenu finalement une figure très importante de l'iconographie des idées de la Révolution. Et comme le montre l'enthousiasme généré par cette journée dédiée aux plus célébrés et connus des philosophes des Lumières, Voltaire et les grandes idées qui lui sont associées sont toujours d'actualité, qu'on pense à la liberté d'expression, la censure, le fanatisme religieux, la laïcité, la justice, sont des grands thèmes qui caractérisent à plusieurs égards les écrits de Voltaire. Aussi, comme vous vous rappelez, peut-être au lendemain des événements tragiques qui ont eu lieu à Paris il y a un peu plus d'1 an dans les bureaux de Charlie Hebdo, tout de suite au lendemain, le traité sur la tolérance de Voltaire était parmi au top des best-sellers, montrant bien comment Voltaire suscite toujours de l'intérêt chez un large public. Un large public qui, finalement, peut-être à vouloir faire de Voltaire le champion des idées les plus nobles, peut porter parfois un regard assez anachronique sur Voltaire. Mais afin de discuter de ça, discuter de Voltaire aujourd'hui, nous avons maintenant le privilège d'écouter les interventions des professeurs Ethel Groffier, Hugo Dionne, Benoît Melançon ainsi que Mithya Rioux-Beaune. Et j'invite donc mes collègues à présenter leurs propos à tour de rôle pendant une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, ce qui pourrait nous donner l'occasion ensuite de procéder à une période de questions. Donc, nous allons commencer par la présentation de professeur Ethel Groffier, qui est présentement chercheur émérite au Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé à l'Université McGill. Après avoir travaillé à Genève, Mme Groffier est venue s'installer au Québec, où elle a complété son doctorat en droit à McGill. C'est également ici qu'il a enseigné le droit pendant 25 ans, et après avoir publié un certain nombre d'ouvrages dans ce domaine, une retraite anticipée lui a permis de se consacrer à d'autres recherches. Elle a notamment publié l'essai intitulé « Crier et qu'on crie, Voltaire et la justice pénale », publié aux presses de l'Université Laval en 2011, ainsi que l'ouvrage « Réflexions sur l'université, le devoir de vigilance », également publié aux presses de l'Université Laval en 2014. Professeur Groffier, je vous cède la parole. Non, vous pouvez rester. Merci beaucoup.
Alors, comme on vient de vous le dire, ce sont les événements tragiques de Paris qui ont vraiment remis Voltaire au devant de la scène. Et il y a eu une avalanche de publications. L'Express a publié un article quelques jours après les événements de Charlie Hebdo qui donne la raison pour laquelle, pour la plupart des gens, c'est vers Voltaire qu'on se tourne. Et l'article dit « À Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, c'est aussi Voltaire qu'on a voulu assassiner. Tout ce que son œuvre et son nom signifient en termes de liberté et de valeur. » Donc, on se représente Voltaire comme l'origine des valeurs républicaines. Et cela vient en fait d'un raccourci, et un raccourci assez scabreux que l'on trouve autant chez les historiens et les hommes politiques de droite que chez les historiens et les hommes politiques de gauche. Alors l'idée est la suivante. Les Lumières ont inspiré la Révolution. Alors, pour les uns, la Révolution est l'origine de nos valeurs, liberté, laïcité, neutralité, tolérance, etc. Pour les autres, les Lumières ont inspiré la Révolution, mais les Lumières, c'est la terreur, c'est les atrocités, donc la Révolution est à l'origine du racisme, de l'antisionisme, du colonialisme, de la perte d'identité nationale, etc., etc. Comme Voltaire est le symbole des Lumières, donc c'est la faute à Voltaire. On ne va pas jusqu'au bout de la chanson, qui serait peut-être un peu plus justifiée. C'est la faute à Rousseau, parce qu'enfin, c'était Rousseau le penseur politique des Lumières. Et c'est tout de même les idées de Rousseau qui ont en premier lieu inspiré les hommes de 89. Seulement, Voltaire était nettement plus flamboyant que Rousseau, alors c'est Voltaire vers lequel on se tourne. Mais parmi tous les articles, journaux, livres, etc., il n'y a pas que des louanges. Il y a des livres qui sont maintenant carrément contre Voltaire. Je ne parlerai pas du petit Voltaire et Charlie du professeur Benoît Garneau. Je laisse ça au professeur Melançon, qui en a parlé dans son blog, fort bien d'ailleurs. Mais je pense au livre de Xavier Martin, par exemple, Voltaire méconnu, qu'il a republié en 2015 et pour qui Voltaire, c'est l'antéchrist, véritablement. Il reprend tous les arguments de Bonald, de Joseph de Maistre, le talent en moins, je dois dire, mais avec certaines citations. Abandonné de Dieu, Voltaire perd toute limite. C'est terrible. Bon. Alors, en fait, on peut tout de même se demander, surtout vu de Sirius, vu du Canada, mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de querelles autour de Voltaire? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de querelles autour des Lumières et beaucoup de querelles autour de la Révolution. Voltaire, on vous l'a dit déjà aujourd'hui plusieurs fois, était un objet de controverse pendant sa vie, tout le long du XIXe siècle. Pendant le XXe siècle, un peu moins. Le bicentenaire de son décès n'a pas fait trop de vagues comparé au centenaire de son décès. Mais le bicentenaire de la Révolution, par contre, a provoqué beaucoup de discussions. Et on a eu deux livres, le livre noir de la Révolution, un gros bouquin, et la réponse, la Révolution toujours vivante, qui répond à toutes les accusations.
Et les Lumières, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Tzvetan Todorov a écrit un très joli petit livre qui s'appelle « L'Esprit des Lumières », qui fait suite à la grande exposition sur les Lumières à la Bibliothèque nationale de France. Et il dit « L'Esprit des Lumières, 3 idées se trouvent à la base du projet des Lumières. L'autonomie humaine, la finalité humaine de nos actes et l'universalité. » Alors, ce qui est très important, c'est l'autonomie humaine, c'est-à-dire que pendant les Lumières, la philosophie, qui comprenait à l'époque beaucoup de choses, beaucoup de sciences, etc., qui sont devenues des disciplines séparées après, eh bien, la philosophie s'est séparée de la théologie. Et quelqu'un qui a très bien compris ça, l'auteur va peut-être vous surprendre, c'est le pape Jean-Paul II. Dans son dernier livre, Mémoire et identité, il fait remonter les Lumières à Descartes et il dit « Avant la rupture cartésienne, Dieu était considéré comme le soutien indispensable pour tout être créé et donc aussi pour l'homme. Le cogito ergo sum portait en lui la rupture avec cette ligne de pensée. L'être pensant, donc l'homme, devenait désormais primordial. » Et alors, pour certains, mais c'est ça qui ne va plus, parce que, comme de Bonald l'explique très bien, le pouvoir vient de Dieu, Dieu est représenté par le monarque et tout le monde obéit, donc toute la société est façonnée par la religion. Voltaire illustre très bien cette rupture si on le compare avec Bossuet. Voltaire, historien, est devenu, au cours de ces derniers 10 ans, très très important parce que les recherches sur l'historiographie de Voltaire sont devenues très intéressantes alors qu'on l'avait ignorée pendant longtemps. Pour Bossuet, l'histoire commence avec la création et elle finit au jugement dernier. Pour Voltaire, l'histoire commence avec une préhistoire dont on ne sait pas grand-chose et avec des civilisations comme l'Inde, la Chine, bien antérieures à la civilisation juive, donc antérieures à la Bible. Et en plus, Voltaire, et ça c'est une idée un peu bizarre, mais Voltaire pense qu'il n'y a pas une seule race humaine. Il pense que la nature a créé des Américains en Amérique et des Africains en Afrique, des Lapons en Laponie, que ce sont des races différentes parce qu'il ne croit pas en Adam et Ève, ce qu'on lui a évidemment vertement reproché. Il était un peu fixiste, mais ça fait partie de cette rupture avec tout le schème de la Bible. Alors, on l'a accusé d'être raciste, évidemment, à cause de ça. Donc, vous avez ces deux théories qui s'opposent frontalement, et Régis Debray, dans un livre appelé « Aveuglante lumière », qui est d'ailleurs assez amusant, résume ces controverses d'une façon tout à fait graphique. Il dit « Les Lumières, c'est l'homme sans Dieu, et l'homme sans Dieu, c'est Auschwitz. Mais pourquoi pas l'homme avec Dieu, c'est la Saint-Barthélemy. » Alors vous avez les deux thèses. Alors, d'où vient cette opposition à Voltaire? En fait, le premier qui a vraiment expliqué tout ce qu'on reprochait à Voltaire, c'est l'abbé Baruel. Et l'abbé Baruel, vous savez, la lecture de l'abbé Baruel est absolument fascinante parce que c'est absolument hilarant. Pour lui, c'est la théorie du complot. Alors, pour la Révolution française, n'est-ce pas, il y a un complot, et le complot, il y a des
des comploteurs qui sont Voltaire, Rousseau, Frédéric II et même Diderot. Alors, ce sont des insurgés, ils ont un mot d'ordre qui est écraser l'infâme, et ils ont des armes dont l'encyclopédie, ce réceptacle de toutes les impiétés, dit l'abbé Baruel. Figurez-vous que la théorie du complot, je l'ai retrouvée sur Internet maintenant. Il existe sur Internet une quantité de vidéos et contre Voltaire, et il y a aussi des publications où l'on dit ceci. Voltaire complotait contre la France. Et Voltaire complotait contre la France, la preuve, c'est qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire la guerre pour quelques arpents de neige. Alors, ça veut dire qu'il négociait avec l'Angleterre pour donner le Canada à l'Angleterre. C'est tout simple. Bon. Donc, voilà. Alors, au fond, pourquoi toutes ces querelles? Bien, c'est peut-être parce que nous avons une construction des Lumières. L'histoire est une construction selon des règles, bien entendu, les bonnes sources, pas d'anachronisme, etc., etc. Mais enfin, c'est une construction. Alors, nous construisons les Lumières. Les Lumières deviennent quelque chose de symbolique et nous regardons les Lumières avec nos valeurs de maintenant. Et elles nous servent dans nos querelles de maintenant. Et Jean Goulmot, dans Adieu les philosophes, qui n'est pas un livre particulièrement favorable aux philosophes, mais explique ça très bien, il parle des usages abusifs des Lumières, adaptés, reconstruites, inventées même au gré des questionnements nouveaux et des intérêts immédiats. Les Lumières n'existent que par l'acte d'appropriation de la postérité qui leur donne un espace et une extension. Donc, il reste quand même une question. Pourquoi Voltaire plutôt qu'un autre? Et là, je me dis qu'il y a une raison. C'est que Voltaire, le seul parmi tous les philosophes, a appliqué dans la pratique, dans la vie concrète, ce à quoi il croyait. On a évoqué la lutte pour les protestants, mais Voltaire s'est impliqué dans toutes sortes de luttes, par exemple, la fiscalité. Dans l'Ancien Régime, les impôts indirects se récoltaient de la façon suivante. Une association de gens riches payait au roi les impôts qu'il voulait avoir, et puis se remboursaient, c'étaient les fermiers généraux, se remboursaient de leur mise, des intérêts, de leurs salaires, des salaires de leurs employés, et de tout ce qu'ils mettaient dans leur poche, évidemment. Bien, Voltaire, dans son petit patelin de Ferney, a fait la chose suivante, il a racheté lui-même les impôts, et ces gens ont payé simplement ce qu'ils devaient au roi. Il s'est impliqué pour les comédiens. Les comédiens étaient excommuniés et Voltaire a lutté pour qu'ils ne le soient pas. Et il voulait aussi que l'on abolisse le servage. Il a lutté pour les serfs de Saint-Claude. Alors, il s'impliquait vraiment dans tous ces problèmes concrets et Voltaire était, comme l'a dit l'historien Sternhell, le prototype de l'intellectuel engagé. Et pour moi, c'est le premier intellectuel engagé au sens où nous l'entendons maintenant. Et c'est pour ça, je crois, que Voltaire est si important. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et ces pistes de réflexion. Nous allons tout de suite passer à notre deuxième panéliste. Donc, nous allons passer à Benoît Melançon, qui est professeur Melançon, qui est directeur du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Il est aussi essayiste
et blogueur. 18e de formation, il s'est aussi intéressé aux liens du sport et de la culture et au statut de la langue française au Québec. Il a récemment publié « Le niveau baisse et autres idées reçues sur la langue ». En mars 2013, il a également lancé le blog « Curiosité voltairienne ». Donc, c'est curiosité voltairienne en un mot, tumblr.com, si vous êtes intéressé. Et c'est donc il est donc bien placé pour discuter de la place toujours vivante qu'occupe Voltaire aujourd'hui, même jusque dans les médias sociaux. Donc, Monsieur Melançon, je vous cède la parole. Merci. Alors, je ne vais pas vous parler de Voltaire au XXIe siècle, je vais vous parler de Voltaire dans les premières semaines de 2015. Et je commence avec une citation. « As the news of the massacre sank in, I kept thinking of Voltaire and calling up his famous grin. » Alors, cette phrase, c'est Robert Danton qui l'a écrite sur le blog de la New York Review of Books le 9 janvier 2015. Alors, pour moi, c'est un des signes, des très nombreux signes, de l'omniprésence du nom, du visage, de l'œuvre de Voltaire au moment des attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère de la porte de Vincennes. Ce sera ça mon objet aujourd'hui, la réception, et particulièrement la réception dans les réseaux dits sociaux et dans les médias dits sociaux de Voltaire au moment des attentats. J'insiste là-dessus, je vais rester pour l'essentiel concentré sur les premières semaines de 2015. Je me permettrai à l'occasion quelques dépassements chronologiques, mais c'est vraiment cette période-là qui m'intéresse. Alors, la plupart des exemples que je vais utiliser, c'est donc une partie des exemples que j'ai, se trouvent sur mon blog qui s'appelle L'Oreille tendue, où j'ai fait un texte qui s'appelle « Du fanatisme ». Texte que j'ai commencé à préparer le 8 janvier 2015 parce que je me demandais ce que pouvait faire un intellectuel de Montréal au moment où arrivaient les attentats de Charlie Hebdo. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tenir registre de ce qui s'était fait en matière de 18e siècle à l'époque. Ce que je vous présente là, c'est la synthèse d'un article qui va paraître bientôt dans les mélanges qui sont destinés à André Magnan, qui est un des grands voltairiens aujourd'hui. Alors, quelles sont les formes de cette omniprésence voltairienne dans les premiers jours de 2015? C'est d'abord une phrase. C'est une phrase apocryphe. Elle est fausse, mais elle est partout. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Alors, ce n'est pas Voltaire qui a dit ça, c'est Evelyn Beatrice Hall, une historienne dans un livre qui s'appelle « The Friends of Voltaire » en 1906. Cette phrase a permis, c'est la seule occasion, a permis un peu d'humour au moment des attentats contre Charlie Hebdo. Elle a été reprise, cette phrase, de toutes sortes de façons, en français, en anglais, et elle s'est même retrouvée pendant quelques semaines. N'essayez pas de le trouver aujourd'hui, c'est impossible, mais elle s'est même retrouvée pendant quelques semaines sur un T-shirt. « Je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous puissiez citer erronément Voltaire. » Alors, c'est un T-shirt de la mercerie Roger. J'aurais aimé ça de l'acheter et le porter aujourd'hui, mais il n'est plus disponible. C'est donc une phrase apocryphe, c'est une expression aussi qu'on va reprendre partout, « écraser l'infâme ». Alors, cette phrase-là, qui est une phrase voltairienne, elle, c'est pas une phrase apocryphe, va être utilisée par toutes sortes de médias. Le Devoir, à Montréal, titre, le 8 janvier, « Écrasé par l'infâme ». Donc, on va prendre « écraser l'infâme », on va le modifier de toutes sortes de façons. Vous me demanderiez mon avis, je vous dirais que ce n'est pas un hasard si les participants au 14e Congrès international d'études du 18e siècle à Rotterdam au mois de juillet 2015 sont tous repartis avec un sac sur lequel était écrit « Écraser l'infâme ». C'est aussi, donc, à part la phrase et l'expression, c'est un titre continuellement cité qui est le traité sur la tolérance. C'est le titre de Voltaire qui revient constamment. On a dit, Marie-Claude Felton l'a dit, on a beaucoup dit que c'est un best-seller. C'est probablement beaucoup moins vrai qu'on ne l'a dit, mais les médias ont raconté à l'envi qu'il s'en était vendu des milliers de copies, 120 000 copies dans les jours qui ont suivi. Les catalogues de bibliothèques sont un peu plus modérés, sont très, très largement modérés par rapport à ce chiffre. Le traité sur la tolérance, c'est parfait. C'est, par son titre même, une critique de l'intolérance, et notamment de l'intolérance religieuse. C'est une condamnation de la violence. C'est un texte bref. Et surtout, c'est un texte facile à trouver. Le traité sur la tolérance, il est déjà dans les librairies le 7 janvier 2015. Il est partout dans Internet, vous pouvez le télécharger sans aucun problème. C'est donc un texte parfaitement disponible, pas besoin de le lire. Hein. Par son titre, par sa disponibilité, par sa brièveté, il devrait déjà répondre à vos questions. Josiane
Boulad Ayoub ce matin nous a parlé du fanatisme ou Mahomet le prophète, c'était un bien moins bon livre à utiliser en janvier 2015 parce que c'est plus compliqué à interpréter. Hein, qu'est-ce que c'est que la position de Voltaire par rapport à l'islam? Qu'est-ce que c'est que l'image de Mahomet, etc. Donc, le traité sur la tolérance, c'était parfait, ça répondait à toutes les questions spontanément. C'est encore Voltaire, au début de 2015, des syntagmes figés, l'esprit voltairien, mais surtout le pays de Voltaire, plus le pays des Voltaires et des droits de l'homme, le pays de Voltaire et de Cabu, le pays de Voltaire et de l'irrévérence, le pays de Voltaire et de Charlie Hebdo, le pays de Voltaire et de Zola, toute une série comme ça. Donc on ramène, vous voyez, Voltaire à des formules. C'est aussi Voltaire des images. J'en indique deux qui ont été beaucoup visibles. Une qu'on a vue tout à l'heure dans la conférence d'Anne-Marie Rolland, qui est le portrait de l'Argilière ou inspiré par l'Argilière de Voltaire. Ce portrait, il a été exposé au château de Versailles le 12 janvier. Donc on a sorti des réserves ce portrait et on l'a accompagné de la légende suivante. Hommage aux victimes des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015. Qu'est-ce que la tolérance? C'est l'apanage de l'humanité, Voltaire. Cette phrase, c'est une citation du dictionnaire philosophique. Donc ça, c'est une image qui a beaucoup circulé en 2015. L'autre image, vous l'avez vue, c'était sur des affichettes qu'on a vues partout à Paris le dimanche 11 janvier quand il y a eu la grande, et là je vais mettre des guillemets, la grande marche républicaine. Il y avait une affiche où on voyait Voltaire jeune et c'était écrit dessus « Je suis Charlie ». Cette image-là, elle était placardée partout à Paris le 11 janvier. Ça, c'est, je dirais, brosser à grands traits l'image de Voltaire dans les premiers jours de 2015 pour le grand public. Qu'est-ce qui se passe du côté des savants ou des sociétés savantes? Trois réactions que j'indique rapidement. La Voltaire Foundation s'est sentie interpellée par ce qui se passait, donc elle est intervenue. Il y a eu 3 articles sur le blog de la Voltaire Foundation s'agissant précisément de Voltaire et des attentats, dont un dont j'aime assez le titre, qui est « Nous sommes Arouet », point d'interrogation. Donc, est-ce que nous sommes Voltaire ou pas? La Société Voltaire, elle, qui est située à Ferney, a pris position par des activités publiques, lecture de textes, sur son site, en donnant des ressources pédagogiques pour comprendre Voltaire, et dans la presse. Alors, les responsables de la Société Voltaire ont publié des textes dans l'Express et dans Marianne. Et enfin, la Société française d'études du XVIIIe siècle a publié une anthologie qui s'appelle « Tolérance, le combat des Lumières », dans laquelle il se trouve 7 œuvres de Voltaire, c'est l'auteur le plus cité, pour 11 citations au total. Ça, c'est en mars 2015, et depuis, cette anthologie a été traduite en anglais. Alors, ce que je viens de vous dire, très rapidement, peut donner l'impression d'une unanimité. Tout le monde est d'accord, il y a un lien à faire, et un lien positif, entre Voltaire et ce qui s'est passé à l'époque. Alors, est-ce qu'il y a eu des voix discordantes? Sur le coup, très, très peu. Au moment même où ça s'est passé, il était très difficile d'aller contre cette association. Pour la bonne bouche, je vous cite un texte d'Alain Badiou paru dans Le Monde le 28 janvier 2015, donc 3 semaines après les attentats. « Voyez les obscénités de Voltaire à propos de Jeanne d'Arc. La pucelle d'Orléans est tout à fait digne de Charlie Hebdo. À lui seul, ce poème cochon, dirigé contre une héroïne sublimement chrétienne, autorise à dire que les vraies et fortes lumières de la pensée critique ne sont certes pas illustrées par ce Voltaire de bas étage. » C'est une exception. Il y a eu par la suite des discours un peu critiques. Ethel Greffier vient de citer Régis Debray. Régis Debray, quelques mois après les événements, est revenu lui aussi pour porter un jugement critique sur Voltaire. Il le faisait exactement de la même façon que Badiou. Badiou disait « Rousseau c'est bien, Voltaire c'est mal ». Régis Debray fait exactement la même chose. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé dans ces premiers jours? La première leçon, il me semble, c'est que ce dont on a besoin en temps de crise, ce sont des formules et des formules simples. Et ça, Voltaire, c'est parfait. Il faut cultiver notre jardin. Quelques arpents de neige vers le Canada. Écraser l'infâme. Ou cette phrase apocryphe que je vous ai citée, peu importe qu'elle soit apocryphe, c'est une forme brève, ça rentre parfaitement dans un tweet. C'est une chose essentielle au moment de Charlie Hebdo. Si vous voulez, sur les réseaux sociaux, dire quelque chose brièvement, Voltaire, c'est votre réservoir par excellence. On a besoin de formules simples, on a besoin de réponses simples.
Hein? On réagit dans l'urgence. Donc la question, ce n'est pas de savoir quelle est véritablement la pensée de Voltaire, si tant est qu'il existe une telle chose que la pensée véritable de Voltaire. La question, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à penser tout de suite? Qu'est-ce qui peut nous aider à penser vite? On était, souvenez-vous, dans les premiers jours de 2015, dans une logique parfaitement binaire. Hein? C'était eux contre nous. Eh bien, Voltaire, dans ce cadre-là, marche parfaitement. Repensez à ce qui s'est passé en novembre 2015, donc les attentats du Bataclan et les autres attentats à Paris. Ce n'est pas du tout le même genre de réponse qu'on a donné. Alors, on a ressorti, bien sûr, un peu Voltaire, mais ça n'a pas été Voltaire, la grande figure. Il n'y a pas eu de grande figure. Il y avait eu un premier événement incompréhensible auquel on a essayé de trouver des réponses simples. Arrive un deuxième événement incompréhensible quelques mois plus tard. Les réponses simples ne suffisent plus. Et on voit bien à ce moment-là, j'ai fait le même exercice que pour Voltaire au début de 2015, je l'ai fait au moment du Bataclan. J'ai ramassé ce qui passait sur les réseaux sociaux. Il y a eu toute une série de noms qui ont été évoqués, mais pas un nom qui ressortait. À l'exception peut-être, et encore une fois, on ne l'a pas lu, d'Hemingway, Un Paris est une fête, question de répondre à ces attaques contre des lieux réputés festifs à Paris. Je tire aussi une autre leçon de ce qui s'est passé, et elle concerne, et ça c'est un peu étonnant, et ça rejoint un peu les propos de Telgreffier tout à l'heure, on a eu besoin, en 2015, au début de l'année, de figures d'autorité. On aurait pu dire, les Lumières nous permettent de comprendre ce qui vient de se passer. Bien sûr, on l'a fait. Manuel Valls l'a fait dans un discours à titre de Premier ministre. Hein, nous réclamons des Lumières. Il y a d'autres auteurs des Lumières qui ont été convoqués beaucoup plus brièvement, mais celui qui revenait toujours, c'est Voltaire. Donc on avait besoin, semble-t-il, au début de 2015, d'une figure d'autorité. Voilà la figure vers laquelle se tourner. Hein, j'y insiste, ce n'est plus vrai à la fin de 2015, mais à ce moment-là, c'est très clair. Comme si une figure d'autorité pouvait répondre à nos questions, pouvait essayer de trouver un sens à une situation parfaitement aberrante. Nous avons aussi, me semble-t-il, besoin de classiques, et ce qui s'est passé au début de 2015 en est l'exemple par excellence. Je le disais tout à l'heure, hein, Voltaire, ce sont des formules, le jardin, les arpents de neige, l'infâme, etc., qui nous dispensent de la lecture de Voltaire. C'est la définition du classique selon Italo Calvino. Si vous pouvez ramener le classique à une formule, vous n'avez pas besoin de le lire. Donc c'est facile, hein? Voilà quelqu'un dont le nom allume tout de suite quelque chose. Vous pensez Voltaire, vous avez tout de suite une idée de ce que c'est. C'est une figure de reconnaissance, donc. Vous entendez écraser l'infâme, c'est pavlovien, vous pensez Voltaire. C'est aussi une figure de rassemblement, puisque la communauté, quelles que soient d'ailleurs les frontières de cette communauté, la communauté peut se reconnaître dans ce nom propre, érigé en figure d'autorité et en posture de réponse. C'est ça un classique. C'est ce que l'on reconnaît immédiatement et c'est ce qui permet de donner du sens immédiatement à des événements qui sont, eux, insensés. Alors pour moi, je conclus là-dessus, au début de 2015, Voltaire a été la figure par excellence de ce rassemblement. Ça a été la figure par excellence en laquelle chercher un sens à quelque chose d'insensé. Ça a été vrai en France, bien évidemment. La plupart de mes exemples viennent de là. Mais ça a été vrai aux États-Unis, ça a été vrai en Suisse, ça a été vrai au Canada. Il existe manifestement une mythologie voltairienne, peut-être pas planétaire, mais au moins occidentale, dans laquelle nous avons essayé de nous reconnaître au début de 2015. Merci. Merci, M. Melançon. Nous allons maintenant passer à M. Hugo Dionne, qui a d'abord étudié le droit avant de se consacrer à la théorie et à l'histoire de la littérature. Il est présentement professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal depuis 2002. Il a notamment publié La voix au chapitre poétique de la disposition romanesque, paru aux éditions du Seuil en 2008. Ses contributions sont parues dans des revues canadiennes, américaines et européennes, dont Studies on Voltaire and the 18th Century, ainsi que dans plusieurs ouvrages collectifs. Il s'est intéressé, entre autres, aux formes narratives de l'Ancien Régime, au paratexte du roman et à la réception moderne des Lumières. Ses recherches actuelles portent sur la narration périodique
et sur le discours critique du 18e siècle sur le roman. Je vous cède la parole. Merci. Merci. On le sait, on nous l'a répété aujourd'hui, on nous le répétera encore évidemment, Voltaire c'est un penseur, c'est un écrivain, c'est un symbole plus ou moins fantasmé parfois de la tolérance, de la liberté d'expression. Certains ont été jusqu'à en faire un antéchrist, a-t-on appris il y a quelques minutes. Voltaire, c'est aussi un personnage qui a été mis en scène, qui a été mis en fiction dans plusieurs œuvres littéraires, paralittéraires des 20 dernières années. Alors, ce sont ces représentations romanesques de Voltaire qui vont, moi, m'occuper pendant cette intervention. C'est à travers ces représentations que je vais traiter, allusivement peut-être, de cette question qui nous rassemble, de l'actualité de Voltaire, de sa pertinence au XXIe siècle. Le postulat est le suivant. Si on veut cerner le mythe moderne de Voltaire, ce mythe dont Benoît parlait à l'instant, si on veut comprendre ce que Voltaire signifie, ce qu'il représente dans la culture contemporaine, si on veut savoir, pour parler comme l'autre, ce dont Voltaire est aujourd'hui le nom, il n'est sans doute pas inutile de se pencher sur cette machine à mythes, sur cet appareil de validation des mythologies qu'est la culture populaire ou semi-populaire. Alors, je vais me servir d'un échantillon de 3 exemples, de 3 ouvrages de différentes ampleurs, qui ont tous été publiés dans les 2 dernières décennies, qui intègrent tous Voltaire à leur personnel, à leur personnage, mais qui présentent par ailleurs des différences en elles-mêmes assez intéressantes. Alors d'abord, ce sont des ouvrages qui ont été publiés dans des pays différents et surtout qui ont été écrits dans des langues différentes, l'espagnol, l'anglais, le français. On a déjà là un indice du caractère potentiellement international de ce mythe voltairien. Ce sont des ouvrages aussi qui relèvent de 3 différents types ou sous-genres de la littérature populaire, romans d'aventure, science-fiction, romans policiers, des genres dont les conventions génériques sont évidemment distinctes à chaque fois. Et puis enfin, si ces ouvrages accordent tous donc une certaine place, ils font tous jouer un certain rôle à Voltaire, ces rôles sont eux-mêmes différents d'un récit à l'autre. Voltaire est tantôt plus proche du centre de l'action, tantôt un peu plus marginal, un peu plus retiré. Alors, premier exemple, le Calligraphe de Voltaire de Pablo de Santis, qui a d'abord été publié à Buenos Aires en 2001 et qui a connu ensuite une belle carrière planétaire. Alors on peut rapprocher le Calligraphe de Voltaire du récit d'aventure, comme je viens de le faire, mais le roman de Santis, en fait, est plutôt un hybride de 2 types très spécifiques de best-sellers contemporains. Alors il se situe au croisement, d'une part, des romans fondés d'une manière ou d'une autre sur le livre, sur la lecture, sur l'écriture, dans la lignée plus ou moins lointaine du Nom de la rose d'Umberto Eco, et au croisement de ça, et d'autre part, des thrillers reposant sur les conspirations, sur les sociétés secrètes, une tradition qu'on peut aussi faire remonter à Umberto Eco, voire à Eugène Sue, mais dont le Da Vinci Code de Dan Brown est évidemment l'exemple contemporain le plus achevé, le plus illustre. Alors, le Calligraphe de Voltaire, en effet, met aux prises 2 groupes aux contours flous, aux méthodes mystérieuses, mais à l'identité très affirmée. Alors, à gauche, on a les partisans des Lumières, dirigés depuis Ferney par Voltaire, partisans des Lumières qui s'appellent d'ailleurs eux-mêmes les Amis de V. Et à droite, on a les Dominicains, qui veulent profiter de l'expulsion des Jésuites pour prendre leur place et dominer la France en ramenant l'ordre moral et religieux qui a été un peu bousculé par l'encyclopédie. Les événements que raconte le roman, qu'ils soient réels comme l'affaire Calas ou complètement fictifs comme le remplacement de l'archevêque de Paris par un automate qui est son sosie, les événements s'inscrivent tous dans cette espèce de lutte entre le bien et le mal, entre les Lumières et leurs contraires. En fait, on retrouve ici une structure très courante dans la paralittérature du tournant des XXe et XXIe siècles, une structure donc dans laquelle s'opposent des Lumières plus ou moins fantasmées, dépouillées de la plupart de leurs ambiguïtés, et ces forces traditionnelles de l'obscurantisme que sont le clergé et la noblesse, dans leurs manifestations toujours les plus rétrogrades et les plus intransigeantes. Alors au cinéma, c'est une structure qui peut être observée dans Le Libertin de Gabriel Aghion, dans Le Pacte des loups de Christophe Gans, ou encore du côté anglo-saxon, dans Le Sleepy Hollow de Tim Burton et Les Frères Grimm de Terry Gilliam. En bande dessinée, c'est elle encore, cette structure qui informe Le Marquis d'Anaon de Velman et Bonhomme ou Le Scorpion de Debergue et Marini. Alors ce schéma, assez simple, est repris par Pablo de Santis de façon particulièrement décantée, alors que les forces en présence et les circonstances de leur combat sont réduites à leur plus simple expression. La géographie est complètement stylisée,
réduisant Ferney, Paris ou Toulouse à un décor abstrait de théâtre. Les noms sont approximatifs, les noms des personnages, très éloignés de tout onomastique francophone. Et quant aux personnages qui portent ces noms, ils sont eux-mêmes réduits à quelques traits. C'est définitivement la mythologie qui domine ici, en imposant sa vision simplifiée des choses. Alors, Voltaire est présent dès le titre du roman, Le Calligraphe de Voltaire. Il est même présent dès les premières pages, sous la forme de son cœur, le cœur de Voltaire, que le héros plus âgé a emporté avec lui dans son exil en Amérique du Sud. Voltaire a donc une présence importante dans ce récit, mais il n'en est pas le personnage principal, cette position étant plutôt occupée par son jeune calligraphe nommé Dalicius. Donc on parle beaucoup de Voltaire pour lui rendre hommage, pour s'en réclamer, pour le condamner, pour l'attaquer, mais il n'apparaît en personne, si on peut dire, que dans quelques scènes rythmant le roman, où il remplit à peu près le rôle de M, M, le patron de James Bond. Alors, une fois qu'il a envoyé Dalicius en mission pour assister au procès de Calas ou pour enquêter sur les manigances des dominicains, une fois qu'il a envoyé Dalicius en mission, Voltaire communique simplement avec lui par des moyens très controuvés, en faisant par exemple calligraphier un long message sur le corps nu d'une jeune fille. Alors Voltaire apparaît peu, mais il est manifestement là, en coulisses, comme l'araignée au centre de sa toile. Dans ses lumières revisitées par le roman d'espionnage, il occupe une position en accord avec celle qui était la sienne dans les lumières, qu'on peut dire, réelles. Deuxième exemple, The Age of Unreason, l'âge de la déraison de Gregory Keyes, qui est un cycle de science-fiction en 4 volumes, paru à raison d'un volume par année, de 1998 à 2001. Alors, la structure manichéenne que j'évoquais à l'instant pour le calligraphe de Voltaire est ici servie à la sauce steampunk, et cette structure-là est plus accusée encore, plus exacerbée qu'elle ne l'était chez Pablo de Santis. Alors, le cycle se déroule dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans un univers parallèle, un univers contrefactuel, comme disent les historiens. C'est un univers dans lequel les principes alchimiques s'avèrent aussi efficaces, finalement, que les principes proprement scientifiques, et où Newton a trouvé le moyen d'en maîtriser certaines propriétés. Alors, en se servant de ce savoir à la fois technique et ésotérique, Louis XIV parvient à attirer une gigantesque météorite sur Londres, ce qui fait de l'Europe des années 1720 une sorte de monde post-apocalyptique à la Mad Max. Un monde dans lequel s'affrontent les quelques puissances qui tiennent encore à peu près debout, par exemple la Russie de Pierre le Grand et la Suède de Charles XII. Les choses sont par ailleurs encore compliquées par une race d'êtres immatériels et maléfiques qui s'appellent les Malakim, qui cherchent à devenir les maîtres du monde en prenant possession de la conscience, si on veut, de différents acteurs politiques, à commencer par Louis XIV. D'autres figures historiques apparaissent dans la fiction, comme Philippe d'Orléans, le pirate Barbe Noire, le philosophe Swedenborg, le savant Euler, des figures qui, comme les nombreux personnages fictifs qu'il côtoie par ailleurs, se distribuent de nouveau, soit du côté de l'obscurité, du despotisme, de la noirceur, où se trouvent donc les démons, les malékim, soit du côté de la résistance, des Lumières, dont le leader plus ou moins officiel, le véritable héros du roman, est le jeune Benjamin Franklin. Alors, Franklin, qui assiste aux premières loges à la plupart des péripéties du roman, en devenant notamment l'assistant de Newton, Franklin parvient à rejoindre l'Amérique, où il fonde une société républicaine avec l'aide de ses alliés indiens, et où il repousse l'invasion des armées russes qui tentent d'envahir le continent américain par l'ouest, avec l'aide toujours des esprits maléfiques. Et Voltaire, dans tout cela, me direz-vous, encore une fois, il n'occupe pas l'avant-scène, mais il est bien là. C'est même un des rares personnages historiques à traverser l'ensemble de la tétralogie du premier au 4e volume. Alors, Voltaire n'est plus ici le patron, comme tout à l'heure, il n'est plus une figure tutélaire, il est l'allié, le sidekick, si on veut, de Benjamin Franklin, qu'il rejoint en Amérique et qui l'accompagne jusque dans les toutes dernières pages du dernier roman. Il s'agit d'un personnage ainsi à la fois important et effacé, qui résume les Lumières françaises, voire même les Lumières tout court, mais qui s'écarte lorsque l'action devient un peu plus trépidante, alors que Franklin, pour le coup, devient un véritable héros schwarzeneggerien, armé d'un fusil laser qu'il a lui-même inventé. Alors, c'est néanmoins Voltaire qui a le dernier mot. C'est à lui qu'il revient d'usurper la place historique de Thomas Jefferson et de rédiger quelques décennies avant l'heure le discours, la proclamation,
par laquelle Franklin proclame l'indépendance de ce qu'il appelle le Commonwealth of Nations américain. Troisième exemple, la série policière de Frédéric Lenormand, Voltaire mène l'enquête, dont le premier volume, La Baronne meurt à 5 heures, est paru en 2011. Il y en a eu 5 depuis. Le dernier en date, Dr Voltaire et Mr Hyde, étant paru en France début février de cette année. Alors, le whodunit des Lumières, c'est désormais un véritable sous-genre, ou un véritable sous-sous-genre. Il a été inauguré à la fin des années 1990 par les romans d'Hubert Prolongeau centrés sur Diderot et d'Alembert. Il a été popularisé par les enquêtes de Nicolas Le Floch de Jean-François Parrot, qui en sont désormais à leur 15e volume et qui ont fait l'objet d'une adaptation télévisée. Parallèlement à la série de Lenormand dont je vais parler, Olivier Barde-Cabusson publie depuis 2012 les aventures de son commissaire aux morts étranges. Alors, dans ces circonstances, dans ce moment qui est manifestement favorable, on ne s'étonne pas que Voltaire qui est après tout un des pères reconnus du récit d'investigation avec Zadig, on ne s'étonne pas que Voltaire soit promu lui aussi au rang de détective. Or, à ce titre, dans ce rôle très typé de l'enquêteur, il cède le plus souvent la place à son acolyte, Émilie du Châtelet, qui devient sa maîtresse d'ailleurs entre le premier et le deuxième volume de la série. Alors c'est elle, Émilie, qui la plupart du temps fait le travail intellectuel, le travail de déduction qu'on associe aux détectives depuis Conan Doyle, Agatha Christie, Chesterton et autres. Voltaire étant, lui, trop préoccupé par son œuvre, par sa santé ou par sa réputation pour s'intéresser très longtemps aux affaires criminelles que le lieutenant général de police le force à résoudre. Mais justement, si Voltaire est supplanté dans certaines de ses prérogatives héroïques par Émilie du Châtelet, il est beaucoup plus directement présent ici que chez Pablo de Santis ou chez Gregory Keyes. Il ne quitte pratiquement jamais l'avant-plan, sauf dans quelques scènes d'enquête qui se concentrent sur ses agents, donc soit Émilie du Châtelet, soit le gros abbé Linan. La vie quotidienne et les activités littéraires de Voltaire, en ce mois de janvier 1733, où se déroule l'action de la baronne meurt à 5 heures, et où il rédige les lettres philosophiques, la vie et l'activité de Voltaire occupent presque plus de place, au fond, que l'enquête proprement dite, dans le premier roman de la série, sur lequel je me fonde surtout ici. Alors, Frédéric Lenormand jette sur le personnage, sur ses habitudes, sur ses obsessions, un regard volontiers humoristique. Le style lui-même tend souvent vers le pastiche voltairien. Le ton du roman et de la série reste de toute manière très léger. On se situe dans le champ du policier soft, distrayant, très loin des exemples les plus sordides, les plus sombres, les plus crapuleux du genre. Voltaire, donc, est plus incarné ici, plus central qu'il ne l'était dans les romans précédents. Il n'est plus simplement le chef du parti philosophique ou un adjuvant plus ou moins effacé du héros. Par ailleurs, si l'opposition des Lumières et de l'obscurité n'est plus aussi structurante qu'ailleurs, elle ne disparaît pas complètement. On voit mal comment elle pourrait disparaître de toute façon. Alors, sans vouloir spoiler la fin du roman, la solution du mystère de la baronne meurt à 5 heures, la solution du mystère entourant la mort de la baronne de Fontaine-Martel, qui est la protectrice de Voltaire, la solution repose sur l'antagonisme de la philosophie et de son contraire. Elle fait notamment intervenir, cette solution, une secte de jansénistes, de convulsionnaires, qui promeut une vision extrêmement sombre et rigoureuse de la religion et qui n'hésite pas à recourir aux grands moyens pour l'imposer. Alors, quelle est la vision, quelle est la représentation de Voltaire qui émerge lorsqu'on compare ces 3 récits, pour finir? Alors, je ferai 4 rapides commentaires. J'ai plusieurs fois, dans ma description des textes, mis l'accent sur cette structure manichéenne très tranchée qui oppose les lumières et les ténèbres et qui informe de manière plus ou moins forte, selon les cas, les romans de Santis, Keyes et Lenormand, en plus d'informer le cinéma, la bande dessinée, voire le jeu vidéo contemporain. Alors, pour comprendre l'attirance de ce modèle-là pour la paralittérature, comme d'ailleurs pour la culture en général, on peut, je crois, remonter à un texte déjà très ancien, un texte classique sur Voltaire. C'est la préface rédigée par Roland Barthes en 1958 et reprise en 1964 dans les Essais critiques, la préface où Barthes qualifie Voltaire de « dernier des écrivains heureux ».
Or, si Voltaire est heureux pour Barthes, et là je résume à grands traits son argumentation, si Voltaire est heureux, s'il pouvait être heureux alors que nous ne le pouvons plus, puisque c'est lui le dernier qui a pu l'être, si Voltaire était heureux, c'est que le monde dans lequel il intervenait, le monde dans lequel il s'engageait, était simple. Il y avait d'un côté les bons, ceux qui défendaient la justice et la dignité humaine, et de l'autre côté, il y avait les méchants, dont les positions étaient si caricaturales, si dépassées, qu'on n'aurait presque pas besoin de les caricaturer, ce qui n'empêche pas de le faire par ailleurs. Donc il y a d'une part les lumières, la philosophie, d'autre part l'ombre, l'obscurité, pardon. Il y a l'énergie, l'élan, la vie, l'inertie, l'immobilité, la mort. Alors on a bien sûr travaillé depuis près de 60 ans à complexifier cette vision-là, à la qualifier. Cependant, les raisons qui rendent Voltaire heureux dans la lecture de Barthes, ce sont les mêmes qui font que les cinéastes ou les auteurs de romans policiers ou les auteurs de bandes dessinées retournent aujourd'hui vers les Lumières. Le XVIIIe siècle fournit à l'imaginaire contemporain une sorte de matrice très simple, avec un bien et un mal nettement définis, avec des enjeux clairs, des enjeux qui restent cependant assez vagues pour qu'on puisse mettre là-dedans un peu tout ce qu'on veut. Le principal mérite du XVIIIe siècle, dans cette optique, c'est d'être tranché, d'être transparent, comme aucune époque ne le sera plus par la suite, à l'exception peut-être de l'Europe des années 1930 et 1940. Alors le XVIIIe siècle éclairé, le dernier siècle heureux, selon Barthes, c'est le dernier siècle heureux, et Voltaire, qui pour Barthes incarnait le bonheur intellectuel et moral de cette époque, en tant que premier des philosophes, Voltaire s'inscrit tout naturellement dans cette structure. Il fait même plus que s'y inscrire, il la sécrète. La présence polarisante de Voltaire amène le monde à se scinder spontanément en un pour et un contre, en allié et en adversaire, en bon et en méchant. La présence de Voltaire projette sur le monde une grille voltairienne d'autant plus accueillie, d'autant plus volontiers acceptée, qu'elle se superpose au clivage axiologique de la culture de divertissement. Deuxième commentaire, beaucoup plus court. D'un univers à l'autre, le portrait robot voltairien reste assez constant. On a manifestement retenu à chaque fois du personnage un certain nombre de traits récurrents. Alors, pour y aller un peu au hasard, on a chez les trois écrivains que j'ai mentionnés la vanité d'écrivain de Voltaire, son sens des affaires, qui se caractérise parfois par son avarice, son amour du théâtre, son hypocondrie, ses goûts vestimentaires désuets, sa maigreur inquiétante, son aspect un peu terrifiant, sa mondanité un peu persifleuse. Alors, toutes ces dimensions sont généralement au rendez-vous, dans des proportions variables et sur un mode différent. Plus inquiétant dans le calligraphe de Voltaire, plus amusant chez Frédéric Lenormand. Certaines caractéristiques viennent parfois se greffer à cette base commune. Alors pour l'Américain Gregory Keyes, par exemple, Voltaire, qui représente tout l'esprit français à lui seul, Voltaire présente une dimension libertine presque obligatoire, une dimension qui ne s'impose généralement pas à l'esprit lorsqu'on pense à Voltaire. Mais à part des idiosyncrasies comme celle-là, le modèle, si on veut, voltairien, le contenu du mythe voltairien est assez stable. Troisième remarque, j'ai remarqué que Voltaire, même s'il est un personnage important, même s'il apparaît dans le titre du roman, dont il détermine la teneur avec le calligraphe de Voltaire, j'ai remarqué que Voltaire n'était jamais tout à fait au centre de l'intrigue. C'est évident dans le calligraphe, où il agit plutôt comme une figure d'autorité. C'est assez clair aussi dans The Age of Unreason, où il disparaît assez régulièrement de la scène et où le récit n'est jamais focalisé sur lui. Alors, cette marginalité-là peut même être constatée dans la série de Frédéric Lenormand, où Voltaire occupe sans doute la position du héros, c'est lui qui mène l'enquête, mais où l'initiative passe régulièrement à la marquise du Châtelet. Alors, comment interpréter cette espèce de mise à l'écart de Voltaire ? On peut évoquer des modèles génériques, dans le cas de Santis. On peut aussi évoquer l'esprit national, pour Keyes, l'Américain, qui préfère donner la vedette, en fin de compte, à l'incarnation américaine du philosophe des Lumières, Franklin. On pourrait aussi faire l'hypothèse qu'il y a encore quelque chose d'intimidant, voire de gênant chez Voltaire, qui amène à le considérer de biais, du coin de l'œil, plutôt que de face.
Il y aurait une sorte de difficulté représentationnelle liée à Voltaire, comme à certains autres personnages essentiels, certains autres personnages quasi sacrés. Alors, en faire en soi un personnage de fiction relèverait pratiquement du blasphème. Donc c'est une piste que l'on pourrait développer, qui me semble toutefois contredite par ce qui va faire l'objet de ma dernière remarque, ce qui ne veut pas dire évidemment que les deux pistes, que les deux hypothèses ne sont pas mutuellement possibles, qu'elles ne peuvent pas coexister. Alors, cette remarque, c'est la suivante. Si Voltaire est devenu l'incarnation des Lumières, au point où sa seule présence dans un récit les appelle, c'est une incarnation assez singulièrement anti-héroïque, qu'on ne prend jamais tout à fait au sérieux, sans doute parce que sa place est assez assurée pour qu'on se permette une certaine désinvolture à son égard. Alors, chez Pablo de Santis, le vieux Voltaire est vaguement ridicule. Chez Gregory Keyes, il a souvent les allures d'un petit rouet de comédie. Chez Frédéric Lenormand, il est régulièrement envisagé de façon comique, tant par le narrateur lui-même que par la marquise du Châtelet. Alors, dans la structure heureuse de la mythologie du XVIIIe siècle, Voltaire présente en plus une dimension inoffensive, attachante, sans véritable angle, sans véritable aspérité. Il mêle le frivole au sérieux, ou en tout cas, on mêle le frivole et le sérieux en lui. Voltaire, bref, est confortable, il peut aussi servir, et c'est à cela, jusqu'à un certain point que Benoît faisait allusion à l'instant, il peut servir de doudou en temps de crise. C'est tout. Merci, Monsieur Dionne. Nous allons maintenant passer à notre dernier panéliste, qui est Mithya Riou-Bon, professeur agrégé au département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Après une thèse de doctorat sur Denis Diderot, ses travaux de recherche se sont étendus à toute la pensée des Lumières françaises, avec un accent sur les questions de philosophie de l'histoire et sur le rapport entre science, art et société. Il a publié de nombreux articles sur Diderot, Condillac, Fontenelle et Malebranche et dirigé quelques ouvrages collectifs sur ces mêmes auteurs, dont le plus récent a été publié à l'automne 2015 et s'intitule « Leibniz et Diderot, rencontres et transformations ». Il va aujourd'hui nous parler de Voltaire, on imagine. À vous la parole, merci. Merci. Je tiendrai d'abord à remercier les organisateurs de cette journée qui est absolument formidable et qui est un accueil, une hospitalité incroyable. Donc, merci pour cette invitation à réfléchir sur Voltaire, qui était un de ces rares philosophes des Lumières que je lis constamment, mais sur lequel je n'ai pas beaucoup travaillé jusqu'à maintenant, et j'étais très heureux de pouvoir le faire, d'utiliser cette occasion pour pouvoir le faire. Alors, dans une lettre qu'il adresse à Voltaire le 29 septembre 1762, où donc il lui explique qu'il ne veut pas publier l'encyclopédie en Allemagne alors que Voltaire lui a offert de le faire, Diderot écrit ceci. « Adieu, grand frère, portez-vous bien, conservez-vous pour vos amis, pour la philosophie, pour les lettres, pour l'honneur de la nation qui n'a plus que vous, et pour le bien de l'humanité, à laquelle vous êtes plus essentiel que 500 monarques fondus ensemble. » Alors, évidemment, cette date de septembre 1762, elle nous rappelle qu'on est en plein milieu de l'affaire Calas et que Voltaire, donc, est en train d'inventer, plus ou moins, cette figure qu'on appelle l'intellectuel engagé aujourd'hui. Alors, ce qui suit, je voudrais réfléchir sur cette phrase intéressante de Diderot en tant qu'elle m'apparaît comme le signe d'une transformation importante qui se produit sur ce que j'appellerais le théâtre de l'histoire, c'est-à-dire théâtre sur lequel Voltaire est un acteur important, évidemment, et pour lequel, ici, Diderot se fait le metteur en scène en disant « Vous êtes plus important que 500 monarques pour l'humanité ». Au fond, Diderot met en scène une certaine histoire dans laquelle Voltaire fait irruption. Alors, transformation qu'on peut résumer par l'idée qu'au siècle des Lumières apparaît ce nouveau personnage du philosophe, de l'homme ou de la femme de lettres, lequel occupera désormais un rôle central précisément sur cette scène de l'histoire. Et puisqu'à terme, il faut bien répondre à la question « Why does Voltaire matters in the 21st century ?» C'est pourquoi nous avons été invités ici aujourd'hui. J'essaierai tout au long de cette réflexion de maintenir le cap sur ce problème difficile et pourtant crucial pour nous, historiens des idées. Qu'est-ce qui est si singulier dans la pensée
l'œuvre ou la figure de Voltaire que son utilité ou sa pertinence pour nous soit en quelque sorte irremplacée et irremplaçable. Si ce n'était qu'à titre d'intellectuel engagé, on pourrait lire tout aussi bien Sartre que Voltaire. Alors pourquoi Voltaire en particulier? Qu'est-ce que Voltaire a spécifiquement à nous apprendre? Alors je vais procéder en 3 temps qui, au fond, font appel à 3 groupes de textes, si on veut, dans la pensée de Voltaire. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à ce qu'on pourrait appeler ses contes philosophiques. Dans un deuxième temps, à ce qu'on pourrait appeler son histoire philosophique. Et dans un troisième temps, à ses écrits plus polémiques, donc à sa philosophie que j'appellerais en acte. Alors, au fond, j'essaierai de répondre dans un premier temps pourquoi lire les romans philosophiques de Voltaire. Alors, il y a chez Voltaire un florilège innombrable de textes qui font jouer ce qu'on pourrait nommer des figures de philosophes. Et par là, j'entends le fait que Voltaire, dans ses fictions philosophiques, travaille à la production d'une sorte d'idéal philosophique qui s'incarne dans des personnages concrets, donc pas nécessairement des philosophes, tantôt longuement développés, tantôt seulement esquissés. Ces personnages incarnent un idéal philosophique, ce qui ne signifie pas donc qu'ils soient philosophes de profession. Au contraire même, bien souvent, ils portent cet idéal par une attitude tout à fait naturelle. Je pense évidemment à l'ingénu, par exemple, et d'autres. Ils ressemblent à ce philosophe de Dumarsais, lequel se reconnaît moins au fait qu'il s'adonne à la philosophie entendue comme une discipline ou un domaine du savoir, qu'au fait d'être habité par un certain ethos, ce que j'appellerais ici donc un ethos, c'est-à-dire un caractère moral. On ne saurait définir cet ethos de manière exhaustive et éthique. Il se déploie toujours dans une forme exemplaire singularisée, et ces caractères se laissent parfois seulement deviner par la forme du récit ou du dialogue. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la fiction, c'est qu'elle permet de multiplier les manières singulières d'incarner un caractère moral sans le figer. Elle peut même utiliser cette multiplication pour illustrer le fait qu'il tolère un certain jeu. Alors, cet ethos que Voltaire essaie en quelque sorte de mettre en scène, même s'il ne se définit pas une fois pour toutes, il se laisse attraper par ses itérations. Il peut être nommé du nom même d'un philosophe ou d'un homme de lettres. Par exemple, il existe un dialogue très court de Voltaire qui est le dialogue entre Érasme, Rabelais et Lucien, ou encore un autre dialogue qui s'appelle Posidonius et Lucrèce. Dans d'autres cas, son esquisse demeure plus générique. C'est un Chinois, par exemple, ou un Brahmane. Parfois, son dessin est très précis. C'est l'ingénu, par exemple, ou Candide. C'est Micromégas, ou son acolyte académicien. L'un de ceux qui m'apparaît emblématique au plus haut point, c'est Babouc, principal protagoniste du conte qui s'appelle « Le monde comme il va ». Ce conte, on s'en souvient, suit un peu le schéma des lettres persanes de Montesquieu. Babouc, un Scythe, est invité à visiter Persépolis, qui est en fait Paris, pour porter un jugement quant à savoir si la ville devait être détruite. Croisant des gens de toutes les conditions et de toutes les mœurs pendant son parcours, il passe de l'étonnement à l'indignation, de la joie au découragement, et conclut son voyage en faisant admettre à celui qui lui a donné sa mission qu'il faut, c'est une citation, il faut laisser aller le monde comme il va, car si tout n'est pas bien, tout est passable. Donc, le philosophe idéal qu'incarne en quelque sorte Babouc, c'est-à-dire le regard philosophique ou l'éthos philosophique qu'incarne Babouc, donc, ce philosophe idéal, au contact du monde, développe cet esprit de tolérance qui l'amène à une description de ce qui est en face de lui, donc ce Paris à la fois dégénéré et plein de trésors. Il reconnaissant donc les torts des uns et la bienfaisance des autres, mais se refusant à s'en faire le censeur définitif. Donc, il refuse de détruire Paris, même si Paris est corrompu, une Persépolis, pardon. Le philosophe idéal, donc, s'arroge une liberté de porter un jugement sur ce qu'il en est et de dire ce qu'il en pense, mais il en accepte aussi le prix, à savoir de laisser aller aussi ce monde à sa propre liberté. Ce qui veut dire, donc, à sa propre folie, jusqu'à un certain point. Voltaire a ce don de mettre dans ses récits un personnage qui regarde la folie humaine comme avec un pas de recul, ce qui rend possible de la réfléchir avec ironie. L'éthos qui accompagne cet idéal philosophique est au fond intimement lié à un ordre qu'on pourrait qualifier de civilité sceptique. Nul, du point de vue de la raison, n'occupe de position privilégiée qui lui confère l'autorité pour mettre fin au spectacle continuel que produit la diversité des opinions, si bien qu'il faut savoir se faire spectateur et commentateur impartial de ce que produit le chaos des passions humaines. Si Voltaire donc n'invente pas la fiction philosophique de ce type, il donne à celle-ci un tour particulier en lui donnant pour fonction la constitution de cet ethos philosophique plus que la transmission d'un logos, c'est-à-dire que la fiction philosophique de Fontenelle n'a jamais pour but de transmettre des thèses philosophiques,
mais d'instruire le regard du lecteur à avoir ce pas de recul par rapport au chaos du monde. Dans un deuxième temps, donc, je pose la question, pourquoi lire l'histoire voltairienne? Si dans la fiction philosophique, la raison du philosophe est posée comme hors du monde où règne la folie, dans les textes historiques, la raison du philosophe est bien souvent sa propre folie. C'est que de fait, humain, trop humain, aurait dit Nietzsche, le philosophe est attaché à son système autant que le superstitieux l'est à ses croyances. En ce sens, loin d'incarner un idéal, le philosophe manifeste, par ses lubies et ses manies, à quel point sa singularité l'écarte toujours de l'idéal philosophique. Pour l'historien, le philosophe ou l'homme de lettres est un personnage comme un autre qui participe au cours insensé de l'histoire. Mu comme tout être humain par ses passions, il exerce son métier avant tout pour se distinguer d'autrui, par exemple. Pour l'historien des mœurs et de la philosophie, en ce sens, la philosophie est un producteur, comme un autre, de dogmes qui s'ajoutent à la collection de ceux qui existent déjà, sans changer la manière dont les passions y attachent les esprits. Ou pire encore, le philosophe est un personnage sans effet sur la surface du globe. Comme le remarque le philosophe ignorant, je cite ici, « Aucun philosophe n'a influé seulement sur les mœurs de la rue où il demeurait. » Non que toutes les philosophies soient vouées à l'erreur. La philosophie et la science sont porteuses de vérité, on le sait bien. On en voudra pour témoin ceci, une phrase donc tirée de l'Essai sur les mœurs. Les écoles, c'est une phrase qui décrit la situation à Athènes. Les écoles retentirent depuis Thalès jusqu'au temps de Platon et d'Aristote, de disputes philosophiques qui toutes décèlent la sagacité et la folie de l'esprit humain, sa grandeur et sa faiblesse. On argumentera presque toujours sans s'entendre, comme nous avons fait depuis le XIIIe siècle où nous commençâmes à raisonner. Ainsi, l'historien de l'esprit humain, quand il regarde le développement des sciences et des arts, est forcé d'admettre que ce qui fait adopter un système ou une technique par une nation ne tient pas seulement et pas toujours à sa seule vérité ou à son efficacité. Ce qui permet en effet le développement de l'esprit tient pour beaucoup aux circonstances politiques, aux mœurs qui favorisent l'invention, la découverte et le commerce des idées, ou lui nuisent. Mais ce qui lui donne sa trajectoire, donc à cette histoire de l'esprit humain ou de la raison, spécifique au sein d'une nation, tient également pour beaucoup aux sectes qui parviennent à imposer leur vue en s'acoquinant avec le pouvoir. Ce que l'histoire révèle, c'est que l'éthos des philosophes réels, ceux qui ont fait l'histoire, notre histoire, n'est pas toujours en résonance donc, avec l'éthos d'un philosophe idéal tel qu'il est décrit dans les fictions. Parce que la pratique de la philosophie n'a pas pour effet nécessaire, j'insiste sur le mot, n'a pas pour effet nécessaire d'adoucir les mœurs. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La raison pour laquelle cette relation causale nécessaire n'opère pas tient avant tout au fait qu'on attend de la philosophie ce qu'elle ne pourra jamais faire. Déduire des règles morales normatives, par exemple, de certains constats théoriques qu'elle produit, ce qui supposerait d'ériger ces constats en dogmes définitifs et d'y fixer l'histoire de la raison. Autrement dit, on attend de la philosophie qu'elle nous donne des réponses ultimes. Mais la philosophie ne peut pas le faire. Alors que ce par quoi la philosophie peut réellement agir, c'est par une compréhension de son déploiement historique, collectif, pluriel et instable. Disons les choses ainsi. Les religions révélées, la superstition exige un type d'adhésion de l'esprit qui favorise et entretient le dogmatisme et le fanatisme par son caractère passionnel, mais aussi un certain esprit de soumission à une autorité. C'est ce type d'adhésion qui a, depuis le début des temps, prévalu. C'est ce que l'histoire, par exemple, l'Essai sur les mœurs de Voltaire montre bien. Jusqu'à Voltaire, conséquemment, l'histoire a surtout été faite sur deux modes. Une histoire sacrée, faite de violence et de manifestations d'intolérance, une histoire profane, faite de guerre et de rivalité entre les grands de ce monde. Dans aucune de ces deux histoires, voit-on le personnage du philosophe jouer un rôle significatif. Quand on lit l'Essai sur les mœurs de Voltaire, c'est frappant de voir que la question, par exemple, des découvertes scientifiques, elle n'apparaît pas comme étant significative sur le développement de l'esprit, sauf à certains moments très, très précis. Toujours, donc, ce philosophe, toujours tenu à l'écart, voire maté quand il ne s'avère pas assez docile aux yeux de l'un ou de l'autre. Ce que raconte l'histoire voltairienne, c'est bien souvent l'échec de la philosophie à s'instituer en ce que j'appellerais un sujet de l'histoire.
Non qu'elle n'ait pas pris part à l'histoire, la raison a connu des développements, mais ceux-ci sont demeurés dans des coulisses d'une histoire des nations et des églises. Le temps est venu, en quelque sorte, pour la philosophie de prendre le devant de la scène. C'est le troisième temps de ma présentation. Donc, au fond, ici, c'est pourquoi lire le Voltaire polémiste. Alors, le traité de la tolérance dit ceci. La philosophie, la seule philosophie, a désarmé des mains que la superstition avait si longtemps ensanglantées. Et l'esprit humain, au réveil de son ivresse, s'est étonné des excès où l'avait emporté le fanatisme. Dans les écrits polémiques de Voltaire, une troisième figure, en quelque sorte, du philosophe surgit. Le philosophe en colère, dont l'ironie a pris un caractère mordant. Cette figure, elle s'annonce comme un antidote à la folie qui semble être le moteur des actions humaines. C'est qu'il faut, je cite ici Voltaire, moins de dogmes, moins de disputes, moins de malheurs, et si cela n'est pas vrai, j'ai tort. Le point crucial ici est précisément que Voltaire semble admettre que la philosophie, sous certaines conditions, peut avoir un effet sur les mœurs, ce qui semblait être impossible, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Tout l'enjeu de ces incessantes attaques contre les bourreaux des Calas et de la barre, outre celui d'intervenir dans des cas concrets, est de montrer à la face du monde et à une éventuelle postérité que ceux qui agissent de la sorte auront désormais un personnage, le philosophe, pour les poursuivre et pour les juger aux yeux du public. Le Voltaire polémiste produit en quelque sorte sur la scène de l'histoire un personnage nouveau, le personnage du philosophe, de l'intellectuel engagé, éternellement en face des grands et des imposteurs dont il s'entoure pour maintenir les nations dans un état de tutelle. Éternellement donc en face d'eux et pourfendant leurs procédés pour usurper la place du sujet de l'histoire. Ce que je veux dire par là est que Voltaire ne fait pas qu'être un intellectuel engagé au sens où il s'engage dans telle ou telle cause. Il en invente le personnage et le met sur la scène de l'histoire. Aujourd'hui, dans les cours d'histoire au primaire et dans les écoles primaires et secondaires, on parle aux élèves de cette période où un parti des philosophes s'est dressé contre les autorités en place, non pas pour substituer de nouveaux dogmes aux anciens, mais pour demander qu'on laisse le travail collectif et progressif de la raison s'effectuer librement. On parle aux élèves de ce moment où la philosophie est devenue une force agissante sur le cours de l'histoire, une force avec laquelle désormais les tyrans auront affaire. Le philosophe n'est plus ce babouk qui se retire pour laisser le monde aller comme il va. Il veut le changer et il met en œuvre ce qu'il faut pour y arriver. Mais le changement qu'il y apporte se nourrit du constat qui se dégage de l'enquête historique, à savoir que les vérités dernières dépassent le pouvoir des facultés humaines et qu'il est donc nécessaire de se résoudre à la tolérance. Toujours dans le traité de la tolérance, Voltaire écrit « Ce serait le comble de la folie de prétendre amener tous les hommes à penser d'une manière uniforme sur la métaphysique. Pour être heureux dans cette vie, autant que le permet notre nature, que faut-il? Être indulgent. » Ce qui m'apparaît peut-être le plus important de la démarche de Voltaire, c'est précisément cette manière de concevoir l'idéal philosophique comme un ethos fondé sur un mode d'adhésion aux vérités métaphysiques qui ne soit pas une manière d'emprisonner l'esprit. Et c'est à ce titre que Voltaire est plus essentiel à l'humanité que 500 monarques. Il fait vivre un personnage nouveau sur la scène de l'histoire, ce philosophe qui questionne, interroge et empêche l'histoire de se figer dans un dogme donné. Il fait vivre donc ce personnage nouveau et lui-même le définit ainsi. Je cite encore donc Voltaire. « Les vrais gens de lettres, les vrais philosophes, ont beaucoup plus mérité du genre humain que les Orphées, les Hercules et les Thésées, car il est plus beau et plus difficile d'arracher les hommes civilisés à leurs préjugés que de civiliser des hommes grossiers. » Donc, on a évoqué déjà cette idée que Voltaire ressurgit dans des moments de crise comme une figure qu'on veut relire pour s'aider en quelque sorte à penser les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce fait, à mon sens, montre à quel point non seulement Voltaire compte encore aujourd'hui, mais à quel point, je dirais, nous avons besoin de lui. Au fond, mon propos, c'est que Voltaire n'est pas simplement pertinent aujourd'hui, il répond à un besoin. Je cite ici Emmanuel Berle qui disait dans sa préface au mélange de Voltaire dans la Pléiade, donc Emmanuel Berle écrivait « À la vérité, il n'est pas avec Montaigne de grand écrivain français dont nous ayons plus besoin. » C'est en 1961 qu'il écrivait ça. Nous avons tout lieu d'être d'autant plus inquiets qu'il est moins honoré, d'autant plus rassurés que ses livres sont plus répandus.
Il est celui qui toujours préfère les hommes à ce qui les dévore. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous avons maintenant un bon 5-6 minutes pour des questions. Please feel free to ask your questions in either French or English. Donc, nous voyons bien à quel point Voltaire est toujours pertinent aujourd'hui, qu'il soit tantôt le héros ou considéré maintenant anti-héros, à la source de slogans choc qui finalement s'apparente bien au type de slogan aujourd'hui. Donc, j'ouvre dans le fond la discussion. Si vous avez... Oui, donc nous avons une première question. Je me demande qu'est-ce que vous voulez dire par l'écrasement des femmes. Je n'ai pas trop compris ce que le monsieur voulait dire par ça. L'écrasement des femmes, c'est quoi? Hein? L'infâme. Écraser l'infâme. Écraser l'infâme. L'infâme, Pas les femmes. Ah, L'infamie. Oui. ah bon, d'accord. Bonjour. Oui, allez-y. Merci. Merci à vous tous et toutes pour vos interventions. Je me demande s'il est encore... Ce qui m'a interpellé, c'est l'idée d'un Voltaire heureux. Or, on sait que les héros romantiques sont malheureux d'habitude. Est-il encore fructueux d'analyser Voltaire selon les catégories anciennes, le classicisme de l'ordre des Lumières du XVIIIe siècle contre le romantisme, le désordre, le malheur qui va suivre? Est-ce qu'il faut un travail de récupération comme on a fait par exemple pour Mozart ou les musiciens du XVIIIe siècle, qu'on avait tendance à regarder comme des précurseurs romantiques? Qu'en pensez-vous Moi, je vais essayer de répondre et de contredire deux de mes voisins. Voltaire n'est pas un intellectuel engagé. Ce n'est pas possible. Voltaire est un philosophe. Et donc, ce que je veux dire par là, et pour répondre plus précisément à votre question, c'est que pour comprendre Voltaire, il faut le remettre dans le système qui est celui de son époque. Et là, sur deux plans, très précisément, il ne peut pas être un intellectuel engagé. Souvenez-vous du début de l'article philosophe. Hein? La philosophe a besoin du superflu. Donc, Voltaire est beaucoup trop riche pour être un philosophe. C'est aussi bête que ça. Hein? Aujourd'hui, et là, ne faisons pas d'anachronisme, aujourd'hui, un intellectuel ne peut pas être multimillionnaire ou il a très mauvaise réputation. Et ça donne certains intellectuels français. Oui. D'une part. D'autre part, comment Voltaire réussit-il à faire changer les choses à son époque? Il ne réussit pas à faire changer les choses à son époque par les moyens qui sont ceux de l'intellectuel du XXIe siècle. Il réussit à faire changer les choses à son époque par son réseau d'influence. Parce qu'il est effectivement branché sur le pouvoir. Il va bien sûr faire des textes, mais il ne faut pas, je pense, et là, à mes yeux c'est une mauvaise lecture historique, accorder une trop grande importance à l'effet concret de ces textes-là sur la résolution des crises dont il s'est occupé. J'accorde, moi, beaucoup plus d'importance à ce qui se passe dans l'ombre, notamment par sa correspondance. Il est branché sur les bons réseaux du pouvoir. Et encore une fois, cette image-là d'un philosophe branché sur les réseaux du pouvoir contredit l'image du philosophe moderne, de l'intellectuel moderne, c'est-à-dire qu'on imagine le plus distant possible par rapport à ce pouvoir. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire ce que c'est, et c'en est en fait l'incarnation par excellence, ce que c'est Voltaire, c'est pas un intellectuel engagé, c'est le philosophe par excellence. Il a incarné ces valeurs-là, qui sont des valeurs propres au XVIIIe siècle et qui ne sont pas les valeurs que nous investissons, nous, aujourd'hui, dans cette image-là. Pour donner un élément de réponse tout bref, encore une fois, vous parliez du romantisme, pensez à Musset. Je ne sais plus dans lequel de ses textes, il y a une préface où il dit « Le dernier grand homme de lettres, ça a été Voltaire ». Donc c'est la fin véritablement d'une époque. Ça correspond à un modèle d'intervention
possible dans la société, et il dit c'est remplacé par un nouveau modèle qui est celui du poète. Mais on voit bien dans ce texte-là, qui date des années 30, Voltaire, c'est une image ancienne de l'intervention sociale de l'homme de lettres. Nous sommes aujourd'hui passés à autre chose. Je crois, Mme Groffier, que vous vouliez peut-être répondre à ces propos. Ça dépend ce qu'on entend par intellectuel engagé. Et puis, quant à la richesse... Et par philosophe. Quant à la richesse, il est si pauvre que ça, Bernard-Henri Lévy. C'est l'exemple auquel je pensais, bien sûr. C'est une question de terminologie, je pense. C'est pas grave. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas un journaliste est important? Qu'il ne soit pas un journaliste? Oui, mais là, encore une fois, on est à une époque où les journalistes... Oui, mais on est à une époque où le journalisme n'a pas, si je peux faire un mauvais jeu de mots, bonne presse. C'est pas par le journalisme qu'on accède à la reconnaissance. Et ça, on a parlé beaucoup du théâtre de Voltaire aujourd'hui. Pour nous, c'est un truc bizarre et incompréhensible, mais Voltaire est devenu le grand homme de lettres de son époque par le théâtre, par l'historiographie, par des formes qui sont pour nous complètement délaissées aujourd'hui. Alors, pour lui, évidemment, le journalisme ne peut pas, me semble-t-il, être le bon créneau pour se définir. Ce n'est pas par là que passe la reconnaissance. La reconnaissance passe par des formes canoniques qu'on peut légèrement modifier au besoin. Hein. On va lâcher la tragédie antique et on va se rapprocher de la tragédie contemporaine. Mais l'idée de vouloir réussir en disant « je serai journaliste » est une idée inconcevable pour le XVIIIe siècle. Les jésuites ne sont pas journalistes. Oui. Mais, je vais juste peut-être rebondir sur ce que Benoît disait. Il ne faut quand même pas oublier, c'est vrai que Voltaire est reconnu pour son théâtre et tout ça, mais il ne faut pas oublier que, par contre, même déjà de la réception immédiate de son œuvre, des gens comme Diderot, par exemple, à certains passages de son œuvre, va dire, moi, ce que j'aime de Voltaire, c'est le Voltaire pamphlétaire. C'est pas, certes, il écrit des grandes pièces, mais déjà à son époque, c'est pour ça que ce que j'essayais de montrer, c'est que Voltaire construit une figure de façon très rhétorique. Il construit la figure d'un philosophe qui s'engage dans une lutte contre les pouvoirs et contre l'imposture. J'ai l'impression qu'il la construit comme une posture, c'est-à-dire qu'il n'est pas ça, mais il construit rhétoriquement cette posture pour la rendre disponible pour la postérité, qui, elle, va instruire désormais une sorte de combat permanent entre la lumière et l'obscurité. Et je pense que c'est important de voir que ce que Diderot reconnaît, c'est que Voltaire, précisément, a contribué à l'institution de cette posture de la philosophie, cette nouvelle posture. Désormais, depuis notre siècle, la philosophie compte dans l'histoire. Ce n'est plus une activité en marge, ce qui fait que, d'ailleurs, on peut désormais faire une histoire qui ne soit pas qu'une histoire des guerres, mais une histoire des mœurs, une histoire de la philosophie, une histoire des idées. C'est que, précisément, pour ces gens-là, désormais, les idées comptent. Et donc, elles changent quelque chose, elles changent les mœurs, elles agissent sur les mœurs. Et c'est dans ce sens-là que je pense que, même si Voltaire, on lui reproche constamment, Diderot, il y a des reproches à faire, tout le monde lui reproche, mais à la fin de sa vie, Diderot, dans l'essai sur les règles de Claude Néron, par exemple, au fond, se distancie d'une figure comme celle de Rousseau et se rapproche de Voltaire, précisément parce qu'il dit, au fond, Voltaire, il a travaillé plus pour l'institution de la philosophie comme mécanique agissant sur l'histoire qu'un Rousseau qui, au fond, passait toute sa vie à se chicaner avec tout le monde qui croisait. Au fond, il faut peut-être accepter de se compromettre comme Voltaire l'a fait pour faire ce qu'on voulait faire, nous, philosophes des Lumières. Merci. Là-dessus, il faut déjà mettre un terme à la discussion. Je suis désolée, nous devons passer à la pause, mais nous pourrons continuer donc cette belle discussion à l'heure du café. Donc, joignez-vous à moi pour remercier nos panélistes.